Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Respect. Le but de ce podcast, vous présenter tous les 15 jours un invité dont l'action a une influence positive sur la société. Peu importe son champ d'action, qu'elle soit issue de l'entrepreneuriat, de l'associatif, du sport, du culturel ou encore du public. Ce qui compte, c'est qu'elle ait décidé de se bouger. Leur point commun, énergie positive, courage, détermination et sens du fair play. Bonjour à toutes et tous, Xavier Teichmann pour Respect et je suis content aujourd'hui de vous présenter Geoffroy Van Humbeek de A Smart World. Et avant de lui demander de se présenter, bonjour déjà. Bonjour Xavier. Bonjour Geoffroy. Avant de te demander de te présenter, je vais simplement expliquer pourquoi tu es dans le podcast. Déjà pour A Smart World, tu nous expliqueras ça très, très vite. Et aussi parce que c'est Maxime van der Meerschen de Give Actions qui m'a dit, quand on discutait un peu en off après, je lui posais la question, qui est-ce que tu verrais bien dans ce podcast? Il a directement pensé à toi. Il a pensé à 2 ou 3 personnes et t'es vraiment ressorti très vite parce qu'il avait justement parlé de l'impact de tout ce qui est économie circulaire, etc., et de l'intérêt de se poser ce style de questions. Et donc voilà, je suis très content. On a eu un petit peu de mal à se rencontrer, mais c'est fait. Voilà, super. Et donc, je vais te demander de te présenter. Oui, écoute, un grand merci pour l'intérêt envers nos valeurs et notre projet. Avec beaucoup de plaisir. Alors oui, donc moi c'est Geoffroy Van Humbeek. J'ai un parcours un peu atypique, dans le sens où après mes études, j'ai fait un master en économie à l'ULB. Il y a un petit temps maintenant d'ailleurs, ça ne nous rajeunit pas. Je suis parti pendant 10 ans à l'étranger, et notamment 6 années en République démocratique du Congo, où j'ai vu, en étant dans le port de Matadi pendant 2 ans et demi, j'ai vu ce qui était importé en Afrique, et notamment tous ces déchets électroniques qui proviennent, pour le coup, vraiment beaucoup d'ici, en Belgique et en Europe. J'ai également passé 2 ans et demi donc, au Congo, à Lubumbashi, dans la province du Katanga, très proche du secteur minier, où j'ai vu les conditions de travail dans les mines. Donc pour moi, tout ça n'est pas une théorie, ou n'est pas issu d'un reportage que j'aurais vu à la télévision. C'est vraiment quelque chose que j'ai vécu pendant certaines années au quotidien. J'ai également passé quelques années en Chine, à Singapour et au Myanmar. Et puis le retour en Belgique, où j'ai vraiment voulu capitaliser en fait sur l'expérience acquise. Et quand je parle d'expérience acquise, je parle bien d'expérience au sens large, business process, puisqu'on est quand même bien dans une démarche entrepreneuriale où il faut à terme que le projet soit rentable afin qu'il y ait de l'impact sur le long terme. Ça, c'est très important. Et puis, expérience de vie au sens vraiment plus large, tout ce que j'ai pu voir, en fait, ce qu'il se passait dans ces pays, dans le monde. Et j'ai voulu faire quelque chose de positif pour l'environnement, la société. Et c'est de là que finalement tout est parti. C'est ça. Donc 10 ans d'expérience à l'étranger, mais finalement au cœur d'où ça se passe, quoi. C'est pas juste à l'étranger, c'est République démocratique du Congo, Chine, Myanmar. Et dans quel secteur à chaque fois? Parce que j'ai fait un peu mes devoirs. Je sais que tu as travaillé 3 ans dans la logistique, donc là tu as pu voir des choses, justement l'impact de la logistique et de tout ce qu'on... Mais du coup le port et le Katanga, etc., c'était dans quelles conditions? Alors j'ai toujours eu cette volonté de faire quelque chose de positif, et c'est pour ça que la première expérience finalement au Congo, qui était pour le coup à Kinshasa, donc la capitale, était dans une ONG de soins de santé primaire, où j'étais responsable financier, et là c'était vraiment lié à la provision, l'organisation finalement de l'approvisionnement de tout le matériel pour les soins de santé primaire dans différentes régions dans le pays. Et puis de là, je suis parti vers d'autres activités, mais très formatrices en fait, sur lesquelles je capitalise beaucoup aujourd'hui en termes d'expérience, business, process. Je me suis chargé j'étais en charge pendant 2 ans et demi dans le port de Matadi de l'importation justement de plein de matières premières, nourriture principalement, pour approvisionner Kinshasa. Donc là, j'étais en charge d'une organisation d'une 25 personnes environ. Et puis, j'ai travaillé dans tout ce qui était trading en commodité
dans la province du Katanga et à Singapour, principalement. Oui. Ok, oui. Et donc, c'est pas une réflexion sur le tard qui est venue, il y a toujours cette volonté, au fait, d'impact positif. Donc, je suis content de t'avoir posé la question. C'est pas une prise, parce que c'est vrai que très souvent, quand j'interviewe des personnes, c'est soit un déclencheur à l'UNIF, et donc il commence très tôt dans tout ce qui est durable, et positif, impact positif, ou alors c'est comme Olivier Hénin, ingénieur qu'on a reçu par rapport à OpenFlow, et qui lui c'est plus vers 37-38 ans, ici, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie, quel est l'impact que je veux quand mes enfants me demandent ce que je fais. Est-ce que j'ai envie de leur dire que je construis des chaînes pour le pharma, de la robotisation? Est-ce que j'ai envie de leur dire que j'ai un impact? Donc toi, c'est déjà premier job, boum, impact positif. J'avais envie de ça, après sans savoir trop quoi faire. Et c'est un peu là, il faut un peu se chercher. Puis bon, il y a une réalité aussi. À un moment, on doit avoir du travail. Donc mon objectif premier était vraiment au début de pouvoir comprendre ce qu'il se passait dans le monde. J'ai jamais été très fan finalement d'aller 2 semaines au bout du monde et de considérer que j'avais compris ce qu'il se passait dans ce pays-là. Pas du tout, donc j'ai vraiment voulu aller au bout des choses. Et donc l'objectif était vraiment d'aller vivre dans les pays, travailler dans ces pays-là pour connaître la réalité. Et même après ces 10 années, finalement, je me rends compte que je ne connais pas encore finalement grand-chose de ces pays-là, puisqu'on est toujours finalement l'étranger et on n'est pas non plus toujours assimilé autant qu'on aimerait l'être. Oui, c'est pas si simple que cela. Donc c'était vraiment ça l'objectif premier, et ça finalement c'est plein de pièces de puzzle qui mises bout à bout ont fait que 10 ans après j'ai vraiment voulu concrétiser cela avec quelque chose qui ait de l'impact direct et tangible en fait. Parfait. Et justement, explique-nous ce qu'est A Smart World. Alors A Smart World, c'est très simple, hein. Le principe c'est collecter des smartphones et tablettes auprès d'entreprises et de particuliers, les reconditionner. Donc on parle de reconditionnement, c'est vraiment toutes les étapes du traitement, hein. On réceptionne les téléphones, on les teste, enfin on les charge, on les teste, on efface les données, on répare ce qui doit être réparé pour être finalement en bout de course remis en circulation, parce qu'il faut savoir que l'impact négatif principal d'un smartphone a lieu lors de la phase de production de ce dernier. Donc 80% de l'impact négatif, c'est la phase de production, d'où l'allongement de la durée de vie qui est très très important. Donc on collecte, on traite et on remet en circulation des smartphones reconditionnés selon 2 canaux. Une revente auprès de particuliers, enfin d'utilisateurs finaux uniquement, et ce afin d'assurer la meilleure traçabilité possible de bout en bout de la chaîne, ça c'est primordial. Et également un deuxième canal qui est la remise en circulation sous forme de dons à des associations locales telles que la Croix-Rouge de Belgique, Brussels Refugees, c'est prévu Tournée Refuge, Obo, afin de diminuer la fracture numérique en Belgique, qui était fortement finalement mise en lumière par la crise que nous traversons actuellement avec le Covid. Oui, c'est ça. Et comme nous étions finalement, nous avions plein d'appareils, on s'est dit commençons à distribuer à des associations, et finalement cet impact sociétal est vraiment maintenant au cœur de notre modèle. C'est ça, oui, c'est ce que Ibrahim Ouassari avec Moulin Geek avait fait pour les ordinateurs, pour les écoles à un moment donné, de pouvoir les remettre sur le secteur. Et quelles sont les difficultés liées à ça? Parce que j'ai l'impression, allez, je regarde, alors je suis un mauvais élève parce que j'ai acheté un smartphone à mon fils et le sien était complètement bousillé, etc. Et là, je te l'aurais bien filé pour le reconditionner, mais c'est pas possible, je crois. Tu vois, il est vraiment éclaté. Et au fait, tu te rends vite compte que dans certaines marques, si tu n'as pas le code, si tu n'as pas l'iCloud, on va le citer, pour l'Apple ou bien pour Android chez Google, tu ne sais plus rien faire, ou de smartphone, ou bien c'est juste nous, les profanes, qui ne savons rien en faire, et vous savez... Non, un code iCloud et Google, effectivement, on ne peut rien faire. Nous, ce qu'on fait dans ce cas-là, c'est qu'on récupère des pièces sur ces appareils pour en réparer d'autres, puisqu'ils ne suffit pas non plus de commander plein de pièces de rechange neuves qui viennent évidemment de Chine. Donc ça peut quand même servir. Il faut essayer d'optimiser finalement le reconditionnement, et ça c'est notre maîtrise finalement de la chaîne de valeur de bout en bout qui nous permet d'optimiser ce reconditionnement et de récupérer des pièces sur des appareils qui ne peuvent plus être remis en circulation, afin de réparer d'autres appareils, et ce vraiment afin d'aller le plus loin possible dans l'économie circulaire et locale. Donc il n'y a pas de petits...
tout est bon à prendre, ou bien qu'il y a quand même des trucs où non, ça, on reprend pas, c'est plus possible. En fait, on est dans une démarche où nous ne disons jamais non. C'est ça. Pour un appareil. Après, c'est pas pour ça qu'on va racheter 100 € un Nokia 3310. Hein. Non, mais on peut vous le donner aussi. Mais par contre, il y a un réel challenge de la collecte en fait, des déchets électroniques au sein des ménages. Il n'y a pas encore de solution à cela, que ce soit en Belgique ou ailleurs. Hein. C'est vraiment un gros problème. Et bon, nous, on parle effectivement de smartphone. Le smartphone est un gros problème, étant donné qu'on a tendance à le mettre dans un tiroir et à l'oublier. Et puis, quelques années après, on se rend compte, mince, en fait, j'ai encore 3 vieux appareils, je les ai gardés au cas où, mais malheureusement, ils ne servent plus à rien. Ouais, c'est vrai, c'est en marrant. fait, on se rend compte de ça quand même la carte SIM n'a même plus la même dimension. En fait, on ne sait même plus les utiliser de toute façon. Et c'est là, en fait, il y a un gros challenge à la collecte de ces appareils, puisque personne ne veut payer pour la collecte de ces appareils. C'est clair, ça vaut plus grand-chose. Donc l'idée ici que nous développons maintenant et que nous allons bientôt lancer sur le marché est une application pour collecter, racheter en fait des appareils récents. Par exemple, une personne achète maintenant aujourd'hui un nouvel appareil, un nouveau smartphone. Son précédent n'est probablement pas très ancien, parce que les gens changent tous les 24 mois de smartphone. C'est ça que j'avais vu. Donc l'idée c'est ça. 2 ans, c'est ça. L'idée c'est de capter celui-là avant qu'il aille traîner dans un tiroir. Et en fait, de permettre de dire aux gens, vous apportez celui-là qu'on vous rachète. Pensez à prendre en fait ceux qui traînent dans vos tiroirs également. C'est la seule façon finalement, après toute notre compréhension du marché et nos études, de collecter ces appareils qui traînent dans le fond du tiroir, Ouais. et pour lesquels finalement les gens ne veulent pas payer pour la collecte. C'est vrai, parce que quand tu demandes aux gens est-ce que tu es pour le fait de recycler, tout le monde va te dire oui. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, on a tous. Moi, le premier, hein, je suis en train de me dire mince, c'est vrai que moi aussi, j'ai un vieux appareil qui traîne. Quoi. Mais tout le monde en a. Mais oui. Tout le monde en a. Il n'y a personne qui est contre. C'est juste que on a tous des vies chargées, on a tous des choses à faire. Et puis où est-ce que je le mets ? Tu vois, les ampoules, tu sais que tu vas les déposer au bricot, tes piles voilà. aussi, tes néons, machin, ok. Oui, et puis effectivement, on n'est pas dans la démarche d'une collecte de piles usagées où là, il n'y a pas beaucoup de freins à cette collecte. La collecte d'un smartphone, aussi vieux soit-il, il y a toujours cette notion de j'y tiens parce que je me souviens, j'ai fait telle activité avec ce smartphone. Je sais pas, moi j'étais à Ibiza avec mon copain, ma copine, peu importe. On a pris plein de super photos. Là, ça amène à penser aux données qui sont potentiellement sur les appareils, à une perception de valeur que les gens ont. J'ai acheté mon smartphone à 1 000 € il y a 2 ans, pourquoi je devrais le mettre dans une boîte au carrefour du coin, etc. Vrai, donc, il faut outrepasser tous ces freins, et c'est là qu'on essaie d'apporter une réponse en fait, avec cette application qui sortira bientôt. Oui, c'est ça, et donc moi, si j'amène mon vieux smartphone sur lequel j'ai encore des photos de machin, j'ai une garantie que ce sera effacé, machin, etc. Ou bien je dois déjà venir faire l'effort. Non, je dois pas faire l'effort de tout effacer. C'est vous. Il y a une charte que j'ai. De toute façon, nous on l'efface de manière certifiée, ça c'est sûr. C'est ça. Il y a une c'est ça. Voilà. Ouais. Après, effectivement, il y a on entend beaucoup de choses sur les données. Donc, ça semblerait normal que les gens, avant de nous les donner, les effacent. Bon, après, chacun fait ce qu'il souhaite faire. Mais c'est un frein, parce que tu te dis, moi, je dois le reprendre, je dois le rebrancher, je fais ces photos. De toute façon, cette application a vocation à tourner sur un appareil qui est rebranché, etc. Ça, c'est clair. Et si jamais, il peut pas être rebranché ou qu'est-ce, effectivement, soit on peut réparer et ça vaut la peine économiquement parlant, parce qu'il faut pas oublier qu'on doit être rentable économiquement parlant en bout de course. Soit finalement ça va au recyclage et là effectivement ça part chez le bon partenaire qui va récupérer la matière. Et donc on récupère le max de ce qui est récupérable. Oui. Ok. Au niveau justement pour la collecte, etc. Donc vous allez lancer une nouvelle plateforme ou tu viens de m'expliquer, mais je voudrais rebondir là-dessus. Donc pour la collecte, il y a vraiment 2 aspects. Il y a deux canaux principaux. C'est la collecte auprès d'entreprises. Oui. Donc une entreprise qui a des téléphones, qui détient des téléphones et qui change sa flotte. Ouais, il y a une flotte qui traîne finalement dans une armoire, on est là pour la récupérer, la revaloriser. Donc on est vraiment dans une dynamique où on peut racheter les appareils et puis on les remet en circulation. On a un impact environnemental de par la prolongation de la durée de vie de ces appareils et un impact sociétal parce qu'une partie des appareils après reconditionnement est remise sous forme de dons, comme je le disais, à des associations locales. Donc ça, on quantifie de manière très précise l'impact environnemental et sociétal. Donc ça, c'est vraiment la collecte des appareils appartenant à une entreprise. Après, il y a la collecte des appareils appartenant aux particuliers.
Et là, il fallait une solution C'est ça, oui, tu amènes celui quand tu viens chercher. Avec finalement l'application qui est là pour capter directement les appareils qui ne sont plus utilisés avant qu'ils traînent dans un tiroir, avec un objectif de rachat. Alors, soit rachat via finalement un versement sur le compte bancaire de la personne, soit la possibilité de faire don de tout ou partie de cette valeur à une association locale. Oui, c'est ça, ok. Donc il y a moyen d'avoir soi-même aussi un double impact positif, quoi. C'est ça exactement, et c'est un peu l'idée, tiens, j'ai un téléphone que je n'utilise plus, j'ai toujours eu envie d'aider une association, mais bon, j'ai pas envie de verser 50 € pour une raison X ou Y. C'est plutôt cool, un téléphone que je n'utilise plus pourra finalement permettre de verser de l'argent à une association, donc j'ai pas besoin de faire de cash out en fait finalement. Ouais, top. Non, c'est vrai que c'est intéressant. Moi, j'avais une question par rapport à ça, parce qu'on voit que il y a des appareils qui sont bloqués. On a parlé Google, iCloud, Apple, etc. Pourquoi ils font pas ça eux-mêmes? Parce qu'à part, t'es pas responsable chez Apple ni chez Google, hein, je sais bien. Et finalement, entre guillemets, tant mieux pour toi, mais on voit toutes les valeurs qu'il y a derrière. On voit tout l'impact positif. On voit le côté RSE, etc. On en parle de plus en plus. Pourquoi ces boîtes font pas ça elles-mêmes? Donc pourquoi elles ne reconditionnent pas? Oui. Parce que Google, Apple a essayé à un moment donné, tu pouvais rendre ton smartphone. Enfin, je ne sais pas s'ils le font encore, mais oui, mais c'est pas géré par eux en fait. Ça part finalement chez une entreprise. Bon, à l'époque c'était une entreprise en Angleterre, mais là il y a zéro traçabilité. On ne sait pas ce qui se passe après. On le remet et puis ça part je ne sais où. C'est de nouveau une chaîne logistique où voilà, ils font des milliers de kilomètres. Ça refait des milliers de kilomètres et c'est parti pour quelque chose de pas très vertueux. Mais c'est un métier différent. Mais après, on est plutôt dans une dynamique maintenant de guerre entre les systèmes d'exploitation plutôt que de guerre entre les marques. Oui. Et donc, les fabricants ne sont pas vraiment contre le reconditionné dans le sens où si on remet sur le marché finalement un iPhone donc sur iOS, qu'il soit reconditionné ou pas, finalement la personne sera sur iOS et sera tentée d'être finalement dans le système. Elle va acheter sur App Store, Apple, et elle va acheter sur App Store, elle va consommer finalement elle va payer du cloud, etc. Exactement, donc ils sont pas contre ça. Et pour vous, je sais pas, je pars. Et pour vous, c'est une opportunité peut-être de créer des contrats avec ces entreprises au niveau local. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous réfléchissez ou qui a déjà été tenté peut-être? Alors il faut savoir qu'on réfléchit à beaucoup de choses, dont ça effectivement. Ouais. L'avantage quelque part, c'est que ce marché est très récent. Le smartphone est quelque chose d'assez récent. Donc le smartphone reconditionné, par définition, est encore plus récent. Ce qui amène finalement à une grande désorganisation du marché et à peu de choses qui ont déjà été explorées. Donc on a vraiment cette volonté d'être un acteur structurant pour rendre ce marché plus responsable. Et il y a énormément de choses à faire, de partenariats à faire également, que ce soit pour la collecte, ou bien avec effectivement potentiellement des fabricants, le premier qui voudra vraiment se lancer dans ce genre de choses. Parce qu'il y a beaucoup de greenwashing à 2 balles dans les entreprises, etc. Enfin, malheureusement, mais ce serait quelque chose de très concret d'annoncer un partenariat et de dire, voilà, à chaque fois que dans n'importe quelle revente, je vais sur Apple parce que voilà, c'est la marque que je connais pas trop le reste. Voilà, je vais acheter un Apple, je sais que d'office je dépose mon ancien, ça va chez Smart World, etc. Bref, voilà. Bon, je ne sais pas pourquoi je réfléchissais à ça. Non, mais il y a clairement des choses à faire. Hein. Mais il faut bien être conscient aussi que quand on pense aux opérateurs téléphoniques, etc., ils sont conscients qu'il y a mieux à faire que ce qu'ils font, parce qu'on en discute avec tous ces gens-là. Mais il y a des contrats en place depuis de longues années et les considérations d'une passée ne sont plus celles actuelles. Il faut que tout ça se... Oui, puis il y a l'inertie. Au fait, il faudrait un intrapreneur au sein de l'entreprise pour porter le projet. Non, mais il y a une réelle inertie, c'est sûr. Mais je peux confirmer que tous ces acteurs-là sont conscients de cela. Ouais. C'est déjà pas mal. Exactement, c'est un début. Et nous, on est là et finalement, on leur propose une solution. Et notre challenge, c'est d'être finalement assez rapide sur le marché pour se développer, puisque sinon, ce sera quelqu'un d'autre qui le fera avec peut-être une solution moins aboutie que la nôtre. Ouais. Mais qui sera perçu comme étant positif. Donc, c'est notre challenge, c'est la perception. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où on a les bons process, ce serait dommage de ne pas pouvoir émerger davantage. Donc, tu parlais de smartphone, de tablette.
est-ce que vous restez là-dessus ou est-ce que vous allez aussi sur les PC, vous allez aussi sur... Parce que, au fait, finalement, tout est reconditionnable. Et où est-ce que ça commence, où est-ce que ça s'arrête Oui, tout à fait. Alors, on reste sur les smartphones et tablettes. Je vais expliquer pourquoi. En fait, le raisonnement est le suivant. Par quoi je commencerai? Oui, je vais te poser une question. Admettons que tu as un problème avec ton frigo à la maison. Tu as le réparateur de frigo qui vient chez toi. Est-ce que tu demandes finalement à Jean-Pierre, réparateur de frigo, tiens Jean-Pierre, comme tu es là, est-ce que tu peux regarder à mon smartphone, il s'allume plus? Bah, j'imagine que tu es comme moi, tu le fais pas. Non. D'accord. Et du coup, parce que Jean-Pierre est spécialiste en frigo, Oui. nous sommes spécialistes en smartphone. Ce qu'il se passe, c'est typiquement un collecteur de matériel IT généraliste qui va venir dans les entreprises et collecter aussi bien les imprimantes que les écrans, les laptops, les desktops, les tours de bureau, enfin les serveurs et tout ce qui s'ensuit. Il ramène ça chez lui et c'est le même opérateur qui va dire entre 8h et 9h du matin si les ordinateurs sont bons pour être remis en circulation ou bons pour uniquement le recyclage. Il va passer aux imprimantes, il va passer au serveur, et puis, tiens, une demi-heure avant de manger, analyse-nous vite fait la boîte de smartphone. Mais sans réelle expertise. Donc ce manque d'expertise mène à un plus faible taux de remise en circulation, puisque lui va mettre de côté un téléphone qui ne s'allume plus, mais peut-être que c'était juste la batterie. Et donc c'est dommage. Il ne va pas aller plus loin. Ouais, exactement, c'est par ce manque d'expertise. Et c'est cette expertise qui fait qu'on peut apporter beaucoup plus en termes de smartphones que n'importe quel acteur qui collecterait aussi les smartphones. Et aussi parce que nous intégrons la chaîne de valeur localement. Donc nous restons vraiment sur l'expertise smartphone et tablette parce que nous avons beaucoup à apporter là-dessus. Et surtout, il faut savoir qu'il y en a plus de 3 millions tous les ans disponibles en Belgique, puisqu'il y a environ 3 millions de smartphones qui sont vendus neufs en Belgique tous les ans. C'est fou. Quand on pense à la France, avec leurs 18 millions de smartphones vendus tous les ans, etc., le marché est gigantesque. Il y a beaucoup de choses à faire. Et il vaut mieux, je pense, travailler avec des acteurs qui sont spécialistes chacun dans leur domaine, un spécialiste sur les laptops, un spécialiste de smartphones, etc., pour avoir au final un impact beaucoup plus grand que de renvoyer tout chez un généraliste qui va finalement pas faire grand-chose de... Non, ça se tient, c'est assez intéressant, effectivement, le fait d'aller dans cette... maintenant, ce qu'il y a souvent, et ça peut aussi être un frein, je fais un peu l'avocat du diable, c'est que moi je travaille beaucoup avec les entreprises et tout dans mon autre activité, c'est qu'ils aiment bien avoir un SPOC, un single point of contact, ça leur facilite la vie. Tout à fait. Donc, là on a une réponse aussi, c'est que la logistique n'est pas la même. Pour le gars qui va venir collecter les grosses imprimantes, les laptops, les desktops, il vient, bon j'exagère un peu, mais avec son SMIR-remorque. J'allais dire, il vient avec son SMI, quoi. Nous on vient avec une voiture pour prendre les 1000 smartphones et c'est emballé, c'est pesé. Une semaine après, il a son reporting et tout va bien parce que les smartphones sont de toute façon mis à part dans une boîte à part. Donc pour l'entreprise, en fait, c'est pas challenging de nous donner à nous la boîte de smartphone. C'est une logistique très simple. Et la plupart comprennent ça très bien. C'est bien. Et à travers le podcast, tous les gars qui écoutent et qui sont liés à tout ça ont bien compris qu'ils ont intérêt à faire appel à vous pour les smartphones d'entreprise. Oui, tout à fait. Exactement, c'est simple. En fait, c'est très simple pour les entreprises et il y a un impact sociétal et environnemental quantifiable et c'est très simple pour eux. Il suffit de nous remettre la boîte de smartphone et on s'occupe du reste. Ouais. Top. Il y a, je t'avoue que j'ai pas été creusé plus loin, mais il y a moyen d'avoir pour ces entreprises un petit label ou un petit quelque chose, ou est-ce que vous faites la pub de ces entreprises sur votre site? J'ai pas été voir. Donc Oui, effectivement, on fait, tout dépend de ce que l'entreprise souhaite. Il y en a qui souhaitent ne pas spécialement communiquer ou qui gardent de la communication pour faire ça en interne. Ouais. De toute façon, on quantifie l'impact environnemental, comme je l'ai déjà mentionné, grâce à une étude faite par un bureau d'études spécialisé dans ce type d'impact, qui est Climact à Louvain-la-Neuve. Donc là, il y a une quantification. Les entreprises publient clairement ça dans le rapport RSE de fin d'année. Excellent, oui. Ça, c'est une chose. Et puis, l'impact sociétal, typiquement, on le quantifie en fonction d'une valeur résiduelle. Soit elles font don de la valeur résiduelle, soit on rachète. Et du coup, là, l'impact sociétal grandit ou diminue. Comment je pourrais expliquer ça sans image? C'est vraiment... admettons qu'on ait une flotte de smartphones qui vaut 1 000 €. L'entreprise nous dit... Bon, on vous en fait don, parce que pour 1 000 €, on ne sait pas comment on va facturer, c'est déjà sorti de notre stock, etc. C'est ça, au niveau compta, c'est un peu Le chiant. delta, finalement, donc 1000 moins 0, la différence, nous permet de financer des dons à des associations, et c'est un appareil par tranche de 50 €. Donc dans ce cas-là, 20 smartphones sont remis à des associations grâce à cette collaboration.
On arrive à des situations où on fait un peu de la magie. On a, admettons, 10 iPhone 11, pour citer un modèle précis, qu'on pourrait potentiellement racheter 300 € pièce. On arrive à, pour 10 téléphones, 3000 €. S'ils nous font don de ces téléphones, ces 10 téléphones permettent de distribuer 60 appareils à des associations. Donc c'est plutôt sympa. Ouais. À fond. Ah oui, donc top. Excellent. Mais voilà, je pensais que c'était des questions un peu bébêtes, mais je suis content de les avoir posées. Ah non, c'est loin d'être bête. Hein. Donc non, c'est intéressant. On pourrait, mais justement, ça fait déjà quelques temps, donc on va accélérer, mais je trouve ça super intéressant. Donc finalement, quel a été le déclencheur finalement? Parce que tu as parlé de tous tes voyages, etc. Est-ce qu'il y a eu un moment précis où tu t'es dit, ok, moi c'est là-dessus que je vais parce que voilà, ou bien c'est comme tu disais un puzzle et puis tout à coup. C'est vraiment un puzzle et puis petit à petit, ça m'a ouvert les yeux. Après, j'ai toujours, comme je le disais, cette envie de faire de l'impact. Mais quand même avec cette envie de développer une activité rentable aussi. Et c'est souvent ça c'est souvent ça qui fait défaut dans les projets à impact. Alors bon, il y a encore beaucoup de challenges qui se présentent à nous, mais voilà, on se structure pour pouvoir y répondre et y faire face. Et donc voilà, j'ai trouvé quelque chose une activité dans laquelle je pouvais apporter mon expérience pouvait être mise à profit. Tout ce qui est process, etc., c'est mon truc. Donc il faut aussi trouver quelque chose qui nous corresponde. Et donc c'est ça, c'est un long cheminement. Et j'ai jamais voulu être le type de personne qui voulait entreprendre à tout prix et passer 2 mois sur Google à trouver absolument une idée pour faire un business à tout prix parce que je voulais entreprendre. Non, je voulais que le moment soit... Enfin, que je voulais que ça arrive. J'ai pas spécialement forcé les choses. C'est ça. Même si j'ai toujours souhaité faire ça, en fait, entreprendre. À un moment donné, ça s'est mis... C'était une évidence, quoi. Ok. C'est ça. Ouais. Et mais justement, super, on va à la question suivante. Qu'est-ce que ça t'apporte de faire ça? Je parle pas de financier, tu as bien compris. C'est le fait d'avoir cet impact, parce que... On parle quand même beaucoup de Smart World. Hein. Je veux dire, moi, j'ai été interviewé il n'y a pas longtemps, je crois que sur LN24. Il y a eu des articles, il y a quand même. Et c'est le momentum, en fait. On est dedans. Oui, tout à fait. On a un peu de chance, question timing. Ça, c'est sûr. Si on parlait de ça il y a 8 ans, je ne pense pas qu'on aurait été les gens n'étaient pas spécialement très mis en avant. Ouais. C'est aussi quelque chose qui parle à tout le monde, parce qu'on parle de smartphone. Et les smartphones, c'est un peu notre prolongement à l'heure actuelle. Hein. C'est dans notre poche tout le temps. Tu as une montre, mon exemple est mal choisi, mais les gens ont souvent plus de montres et regardent l'heure sur leur smartphone. Enfin, on le sort on l'utilise vraiment pour tout. Quoi. Parce que c'est le seul bijou que l'homme peut se permettre, tu vois. Mais c'est quelque chose dans l'air du temps. Après, c'est quelque chose qui est encore mal compris. Puisque typiquement, quand j'explique ce qu'on fait à quelqu'un qui ne me connaît pas ou quelqu'un qui ne connaît pas encore l'activité, si je dis, voilà, smartphone reconditionné, il y a quand même un aspect assez, ok, bof, ouais, super, ok, cool. Mais on pense finalement au petit réparateur du coin qui a pas l'air très vertueux, on ne sait pas trop, et il y a cette connotation assez négative. C'est le reseller de smartphone. Voilà, c'est assez opaque en fait, et c'est ça le problème de ce secteur, c'est que c'est très opaque, on veut apporter de la transparence là-dedans. Donc finalement, ce que ça m'apporte, c'est vraiment quelque chose je suis hyper motivé tous les matins parce que je sais que je fais quelque chose de positif. J'engage des jeunes ici en Belgique, des gens qui sont parfois déconnectés, un peu plus éloignés du marché du travail. On a deux étudiants IFA PME en formation chez nous. On a un demandeur d'asile qu'on a engagé depuis 7 mois dans l'atelier. Maintenant, on va débuter une collaboration avec le collectif des femmes à Louvain-la-Neuve pour justement pouvoir recruter des gens type demandeurs d'asile, etc., qui ont des parcours difficiles, mais qui sont extrêmement motivés, en fait, bien sûr. pour faire de l'impact, pour s'investir dans quelque chose de positif, puisqu'ils ont vu énormément de choses, ils ont vécu beaucoup de choses, ces gens-là. Et tout cet impact positif m'apporte finalement que je me sens heureux et bien dans ma peau. Et j'espère que, quelque part, c'est un peu bateau, mais que ma fille sera contente de ce que j'ai pu faire et mettre en place. C'est important. Oui, voilà, mais je dis que c'est bateau parce que c'est ce que les gens ont tendance à dire, mais voilà, moi, je le pense vraiment et c'est important. Il y a le dire et le faire. C'est toute la différence aussi. Oui, voilà. Oui. Donc, top. Très bien, très bien.
Mais ça se voit en tout cas. Ah, bon, Et je pense que ça s'entendra dans ce que tu viens de dire, parce que le corps ne ment pas, on n'a pas le visuel, moi je l'ai, et je vois que c'est quelque chose qui effectivement peut apporter tout ça, donc c'est plutôt cool. Ça fait combien de temps maintenant, Smart World? Ça fait déjà 3 ans. Déjà 3 ans. Le temps passe vite. Donc voilà. Donc, ouais, le cap 3 ans est passé. Donc, Les premières années ont été mises à profit vraiment pour comprendre le marché, comprendre ce que les gens attendaient, ce que les entreprises attendaient. Comme je le disais, un marché très récent, très peu structuré. Il a fallu comprendre finalement comment s'insérer là-dedans et apporter de la valeur ajoutée. Et tu as été dans un incubateur, un truc ou pas? Alors, c'est une question intéressante parce que j'ai un parcours, je pense que les gens l'ont compris, assez atypique. Et moi, je suis rentré en Belgique, j'avais pour seule connaissance, finalement, mes potes du NIF d'il y a 10 ans et mes anciens copains de vélo, parce que bon, voilà, je suis assez branché vélo, de club de sport, quoi. Et donc, j'avais en fait même pas la connaissance que ce type de structure existait. Oui, un peu comme ça, j'avais entendu parler, mais sans plus, et donc je me suis pas du tout dirigé vers ça. J'ai fait un business plan, j'ai été voir la banque. Un entrepreneur à l'ancienne, quoi. Ben oui, en fait, la banque a fait confiance, nous a financé, et puis c'est comme ça que ça a commencé. Ça nous a permis de gagner du temps, d'acheter du temps. Ouais. C'est ça qu'on avait besoin. Et petit à petit, de créer un écosystème en fait autour de nous, avec les bonnes personnes, d'expérience, etc., les partenaires, etc., et de fil en aiguille, ça prend forme. Ouais. Je suis content d'avoir posé la question parce que voilà, comme ça montre aussi à nos auditeurs qu'il n'y a pas que les startup studios, il n'y a pas que il n'y a pas que les incubateurs, il y a aussi moyen d'aller voir son banquier, d'aller montrer son business plan et de voilà quoi. Je pense qu'il n'y a pas de recette miracle, hein. Sinon je pense qu'on le saurait. Je pense que la clé, et ça par contre c'est une base qui doit être respectée certainement, c'est de faire les choses sérieusement, de s'investir dedans. Clair, bien sûr. Et si on fait quelque chose, autant le faire à fond. Et je pense qu'effectivement, vouloir lancer une activité en faisant ça un peu sur le côté, le soir, etc., c'est peut-être un peu difficile. Donc, il faut vraiment s'investir, je pense. Il faut s'investir, croire en son projet et faire les choses sérieusement. Il ne faut pas arriver chez le banquier ou chez je ne sais pas qui avec un business plan fait sur un coin de table, vite fait, bien fait. Ça marchera pas. Non, bien sûr. Et puis aussi, il n'y a rien à faire, il faut montrer un moment donné. Et attention, il y a des projets qui nécessitent des levées, il y a des projets parce qu'on ne connaît pas encore le business model qu'il y a derrière, etc. Typiquement la start-up, quoi. Mais c'est vrai qu'actuellement, c'est parfois un peu compliqué. Tu te dis, mais au fait, il y en a qui vont dans des incubateurs, et au fait, c'est pas des start-up, c'est juste des boîtes qui viennent gratter un peu de financement ou gratter un peu d'aide, mais qui au fait sont des boîtes classique et c'est pas du tout péjoratif classique, hein, c'est l'activité qui doit directement être rentable, on a des comptes à rendre, etc. C'est pas juste brûler du cash, quoi. Non, mais de toute façon il y a rien de simple et chacun fait du mieux qu'il peut et donc c'est bien qu'il y ait tous ces incubateurs et tout cet écosystème qui existe parce que bien sûr, oui, tout à fait. C'est très important à mon sens. C'est juste que moi mon cas personnel, je suis pas passé par là tout simplement. Non, mais c'est intéressant, voilà. Je suis très content de t'avoir posé la question. Les personnes qui t'ont inspiré, ou des modèles, ou... Là, c'est pas vraiment des personnes connues, hein. C'est vraiment lié à mon parcours et les gens que j'ai pu rencontrer, en fait, au travers toutes mes expériences. Ça peut être... vraiment des personnes absolument pas connues du tout, mais c'est des personnes comme toi et moi qui m'ont appris énormément de choses. Ça peut être un de mes premiers, mon premier en fait patron, Yann, qui est à l'île Maurice, lui, qui m'a appris énormément de choses. Certaines bon spot pour aller travailler. Oui, tout à fait, je confirme. Et qui m'a appris énormément de choses, comme finalement un collaborateur ou même plusieurs collaborateurs au Congo, que ce soit Matadi ou Lubumbashi, des gens exceptionnels qui sont très travailleurs, qui m'ont appris même beaucoup de valeurs, etc. Donc c'est vraiment... c'est au fil de tes expériences. Exactement. Je ne ressortirai pas une personne, c'est vraiment la combinaison de ces personnes, de conseils qu'ils ont pu me donner,
de conseils au sens large. Mais c'est bien, c'est intéressant. C'est vrai que d'aller puiser le meilleur dans les autres, c'est aussi ou de retenir ce qui est à retenir. Ouais. C'est intéressant aussi. Tu l'as dit toi-même, si on fait un truc, on le fait à fond. Tu as parlé du vélo, tu as parlé des potes du NIF. À un moment donné, ça fait beaucoup, il y a beaucoup de choses à gérer. Donc monter une boîte comme Smart World, c'est pas 9-17 quoi. Donc je suppose que ça bosse beaucoup. Quels sont tes petits trucs, tes petites astuces pour que ça se passe bien et surtout pour tenir la route, pour tenir le cap? Alors effectivement, on est vraiment si je peux faire une analogie sportive, on est dans un marathon et pas dans un 100 mètres. Ça c'est plus qu'évident. Donc il faut faire attention à ça. Il ne faut pas se brûler les ailes non plus. Il faut être conscient en fait que c'est un travail de longue haleine. Donc il faut arriver à gérer son temps. Et surtout, j'étais quand même seul pendant un bon moment, mais très vite, on s'est quand même retrouvé vite je me suis retrouvé vite avec quelques personnes autour de moi. Maintenant, nous sommes une dizaine, tous des jeunes en fait, qui sortent des études. Là-dedans, 5 d'entre eux ont commencé en tant que stagiaires et maintenant, ont un CDI. Et je crois que la clé, c'est vraiment aussi de faire confiance aux gens qui nous entourent, de pouvoir déléguer. Moi, je ne suis pas Superman, je suis pas non plus le gars qui fait jamais d'erreur, donc je suis pas au courant de tout. J'ai la vue d'ensemble, donc je peux guider les gens vers une direction. Après, effectivement, il faut admettre que ces personnes vont parfois faire des petites erreurs. Ça fait partie finalement du cycle d'apprentissage. Elles sont jeunes, mais c'est vraiment primordial de déléguer, de faire confiance en son équipe. C'est ça qui permet d'être ici aujourd'hui d'ailleurs. C'est que je sais qu'ils font des choses qui font avancer l'activité. Et quand je sortirai d'ici, je verrai si j'ai des questions auxquelles je dois répondre pour les aider. Et puis voilà. Donc ça, c'est primordial pour pouvoir tenir la distance. Et moi, j'ai plutôt un rôle du coup j'ai la vision. Maintenant, il y a certaines étapes à franchir. J'essaie de leur transmettre tout ce que j'ai pu apprendre au travers de mes expériences, comme l'attention aux détails et ce genre de choses qui sont primordiales et qu'on n'apprend pas spécialement à l'UNIF. Des trucs de base, vraiment importants. Donc voilà. Oui, c'est ça. C'est le chef d'orchestre et puis tu fais jouer la partie. Je ne sais pas si je suis chef d'orchestre, mais en tout cas, j'essaye d'instaurer une dynamique de groupe et que tout le monde soit bien aligné aux valeurs. Mais c'est une bonne vision des choses. Enfin, moi, je partage. C'est pas évident. Tu dis, je suis pas Superman, mais je peux pas tout faire tout seul. Il y a beaucoup de personnes qui pensent l'être et qui ont du mal à déléguer justement. Parce qu'elles ont peur que ce soit mal fait, parce que on laisse peut-être pas le droit à l'erreur. Donc je trouve ça assez smart, pour rebondir sur Smart World, de le faire comme ça. Donc, en fait, j'essaye vraiment c'est aussi un peu bateau, mais de faire l'entreprise dans laquelle j'aurais bien aimé travailler quand j'étais plus jeune. J'ai eu l'opportunité, grâce à mes expériences au Congo, etc., d'avoir des responsabilités très rapidement dans des groupes assez importants. Et je me dis, voilà, ces gens-là m'ont fait confiance pour gérer de gros budgets, etc. Donc finalement, c'est normal que je puisse faire confiance à des jeunes maintenant. Et j'ai appris ça comme ça, en fait. C'est pas inné chez moi. Donc c'est encore des choses que des gens m'ont inculquées, m'ont apprises. Et voilà. C'est bon esprit en tout cas. Et effectivement, c'est des choses qui s'apprennent. Et c'est cool de pouvoir continuer à l'enseigner aussi, parce qu'à un moment donné, tu as les employés qui vont un jour peut-être développer eux-mêmes aussi leur propre truc et se dire, ok, je me rappelle une personne, ils seront peut-être sur ce podcast et quand je leur demanderai qui a une influence positive, mais Geoffroy, tu vois. Donc, qu'est-ce que tu pourrais nous recommander à nos auditeurs, comme livre, podcast, émission, peu importe, tu choisis ce que tu veux, où tu dis, tiens, ça c'est quelque chose de sympa, j'ai vu dernièrement, ou ça m'a inspiré. Enfin, qu'est-ce que tu recommanderais? Alors, je ne suis pas une personne qui écoute beaucoup de podcasts ou qui lit beaucoup de livres. Il y a toute une question de choix. On a tous 24 heures dans une journée. Exactement. Je suis toujours impressionné par ces entrepreneurs qui disent qu'ils lisent beaucoup de livres. Moi, j'arrive pas, en tout cas. Mais sinon, un podcast à vous demain. Je connais pas du tout. Je te le conseille. Super. C'est plutôt intéressant, inspirant. Donc c'est assez... c'est très intéressant. À vous demain. Ok, j'irai écouter et nos auditeurs maintenant l'ont entendu et je mettrai le lien sur l'article que je ferai en
en parallèle de cet enregistrement. Excellent, j'irai voir, très bien. C'est chouette que tu parles d'un podcast parce que la plupart des personnes viennent avec un livre, donc c'est chouette, voilà. ça change. Et puis pas à chaque fois, mais souvent quand on me parle d'un podcast, c'est Génération Do It Yourself. Je ne sais pas si tu as déjà entendu, tu n'es pas très podcast, mais peut-être que celui-là, tu as déjà entendu parler, non ? Entendu parler, oui. Oui, c'est ça, voilà. Donc c'est bien, ça change. J'irai écouter, j'irai mettre le lien. Une petite citation qui t'inspire. Alors, celle qui m'inspire et parce qu'elle correspond bien à ce que j'ai pu voir en fait dans tous mes voyages et mon expérience à l'étranger, c'est talent is equally distributed, but the opportunity is not. Donc finalement, il y a du talent partout, mais malheureusement, tous ces talents n'ont pas la même opportunité. Ouais. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très vrai dans le monde, et c'est très dommage. Et du coup, on essaye à notre échelle de pouvoir, via le don de smartphones et la formation des bénéficiaires également, de pouvoir avoir peut-être un peu plus de chance de capter en fait certaines opportunités qui pourraient s'ouvrir à eux grâce à cela. Alors c'est une petite goutte dans l'océan, mais c'est comme ça que ça commence et voilà. Top, super intéressant aussi comme citation. Et c'est vrai que je discutais avec une personne le jour, pas par rapport à un podcast, mais par rapport à l'entrepreneuriat. Et il me disait, ouais, mais tu sais, la chance, c'est minime, c'est le travail. Et je fais, attends, t'es en Belgique, t'as fait l'UNIF, t'as quand même des parents qui ont pu te soutenir. Je veux dire, j'aimerais bien te voir. Voilà, d'un claquement de doigts, tu te retrouves né au fin fond d'un pays du tiers-monde. Je suis pas sûr que t'aurais pu faire la même carrière, quoi. Oui, non, alors que t'aurais les mêmes talents. Quand on est né à Calcutta ou un truc comme ça, ou je ne sais pas dans quel autre endroit. Peu importe, mais c'est pas aussi simple que pour nous. Hein. Pour certaines personnes, la chance est déjà, entre guillemets, de naître bien, quoi. Oui. On a beaucoup de chance, par exemple, chez nous. Et puis encore, chez nous, c'est différent. Voilà, mais c'est vrai quand je dis chez nous, c'est en Belgique. Oui. Si tu nais en Belgique, tu as déjà plus de bol que si tu nais dans d'autres régions du monde qui sont peut-être en guerre ou qui sont peut-être... Oui, tout à fait. Non, sympa aussi comme citation. Mais voilà, on arrive à la fin. Ça passe vite. Ça va, c'était pas trop douloureux comme expérience podcast. Ah non, absolument pas. Non, franchement, très intéressant. Mais je vais le répéter, je le dis à chaque fois, je sais, mais voilà, pour les nouveaux auditeurs, désolé pour ceux qui ont l'habitude et qui l'entendent à chaque fois, je vais rédiger un petit article, je mettrai tous les liens des personnes qu'on a citées, je mettrai la citation, etc., le nom du podcast que tu as cité, etc., pour qu'on puisse retrouver les liens. Donc c'est sur rspct.io. Oui, je te l'ai déjà remis. Tu m'enverrais une petite photo avec le polo, parce que tu as bien mérité ton polo respect. Comme ça, je pourrais illustrer la vignette de l'épisode de podcast avec ça. Et qu'est-ce que je peux te souhaiter pour le futur ? Écoute, tout simplement que l'activité continue à croître, parce que si l'activité croît, ça veut dire que notre impact va croître, bien sûr, qu'on engagera plus de personnes, de jeunes, etc. Donc, je pense que c'est ça. C'est ce que je te souhaite, que l'activité connaisse beaucoup de succès et que vous puissiez reconditionner full smartphone et pouvoir en distribuer un max. Donc, merci beaucoup, Geoffroy. Et je vous dis à toutes et à tous, merci pour votre écoute et à très bientôt. C'était Xavier Teichmann pour Respect. Au revoir. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager à 3 personnes. Et surtout, laissez-nous une note 5 étoiles et un commentaire positif. Ça aide ce podcast à être plus visible. Pour être informé des prochains épisodes, rien de plus simple, abonnez-vous. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. À bientôt. Au revoir.